les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, vous avez pu voir, ça va un peu mieux ma frange. Bon, c'est toujours pas une dinguerie, mais je pense que la vie et la coiffeuse ont décidé que je devais rester calme, ne plus dater et ne plus fréquenter d'hommes et être en mode solo, et c'est pour ça qu'elle m'a complètement raté ma frange pour que je n'ai plus envie de sortir. Je pense qu'il est vraiment question de ça. Mais ça va un petit peu mieux quand même. Franchement, j'avais trop le seum là. Meuf parle de sa frange, on s'en fout de sa frange. J'espère que vous allez bien dans tout ça. On est jeudi, je suis encore en vacances et oui, être prof. Bon, être en vacances, c'est un grand mot, je travaille. Mais là, je vais aller à Orsay. Je voulais trop aller à Orsay, ça fait grave longtemps. Je voulais y aller après le concours et du coup, j'ai pas eu le temps. Donc là, je vais y aller aujourd'hui et ça va être trop cool. Alors, je profite grave du fait d'habiter à Paris et de payer mon loyer en SMIC. Aïe aïe aïe. Mon loyer a encore augmenté de prix. C'est un peu une surenchère indéfinie. Je profite au moins d'habiter dans la plus belle ville du monde pour faire toutes les activités qui me plaisent, comme aller à Orsay à pied, si ce n'est pas du grand luxe de pouvoir faire ça. C'est absolument génial. Bon, je vous avoue que je suis un peu dans un mode, j'ai très envie d'être solo. Je suis beaucoup sortie depuis la fin du concours, enfin sortie. Sortir pour Laura, c'est-à-dire voir du monde à l'extérieur, ça veut dire ça. Ça veut pas dire faire des soirées bord de l'alcool, mais vous méprenez pas. Mais j'ai quand même vu pas mal de monde et tout, et là j'ai envie d'être tranquille. Vraiment, j'ai très envie d'être tranquille, toute seule. Ça veut dire ça. J'aime bien être solo quand même de temps en temps. C'est comme ça que je recharge mes batteries. J'ai mis un petit outfit cute, petite jupe, et voilà. Puis on va y aller, n'est-ce pas? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est samedi, lundi c'est la rentrée, donc je sais toujours pas si le prof que je remplace sera là ou pas. Bon écoutez, il me reste des petites copies à corriger d'un contrôle que je leur ai donné au tout début. Il faut que je prépare les contrôles pour la rentrée, mais voilà, j'avoue que ma priorité aujourd'hui c'est de monter une vidéo, enfin de finir de monter ma vidéo pour la publier dimanche, donc ça va être mon plus gros taf de la journée, et de finir les fourberies de Scapin que j'ai commencé hier. Bref, faut que je vous fasse un gros update lecture, culture, etc. parce que j'ai fait que ça de mes vacances, enfin que ça. N'exagérons rien à la grande, mais j'en ai fait vraiment beaucoup. J'ai vraiment profité de ces vacances pour juste rentrer dans mon quotidien. Voilà, depuis que je suis prof de français, je reprends qu'il n'y a plus l'échéance du concours au-dessus de la tête, là que j'ai plus l'épée Damoclès. J'ai grave repris du plaisir et tout à nourrir mon intellect, et ça me fait énormément plaisir, et du coup j'ai plein de choses à vous raconter. Mais là je vais commencer par un run. Je vous partage plus trop de sport en plus, alors que j'en fais toujours autant, que ça bouge pas. J'ai vraiment ma routine depuis maintenant des années. Je vais faire un petit run slow, je pense, parce que j'ai pas pris de rest day cette semaine, encore. Ce que je fais souvent si je pars un peu vite, c'est que je cours, je sais pas, 4-5 km à allure très correcte, et puis après je m'arrête, je prends une petite pause, et je repars à allure plus slow, ou je fais 4-5 km avec du bon dénivelé, allure très correcte, puis je m'arrête et je repars à allure slow. Ou en ce moment la technique que j'ai trouvée qui est vraiment pas mal, parce que moi j'ai vraiment du mal à faire de l'endurance fondamentale, j'en fais jamais. Je cours toujours beaucoup trop vite, je ne sais pas courir lentement, shame on me, je suis nulle. Ouais, j'ai vraiment besoin de me sentir épuisée à la fin de ma séance, genre vraiment le cœur qui a battu, etc. Sinon j'ai l'impression d'avoir pas bossé, je sais pas, sur ça me détend. Et vous savez que je suis une fille qui a besoin d'être détendue dans la vie. Maintenant j'ai trouvé une technique, c'est qu'à la place de mettre de la musique, je mets un podcast, et vraiment ça me fait courir plus longtemps, à allure plus raisonnée. Le podcast ça marche hyper bien. Alors toujours est-il qu'il faut en tomber sur des bons, ce qui est pas toujours le cas. En anglais même carrément, ça m'oblige vraiment à me concentrer sur ce que la personne raconte, et ça m'évite de partir dans les tours, parce que dès que je mets de la musique avec un peu de BPM, je suis là ouh, vitesse. Donc c'est le truc qui me fait un peu tenir et un peu courir longtemps sans courir comme une zinzin mentale. Je commence avec de la musique et je finis avec un podcast. Avant je me faisais des 6 km à donf sans m'arrêter, je faisais tous mes runs à fond. Mais vraiment, genre j'allais vite, vraiment j'allais vite, je tapais des 4,50 dans des runs avec des côtes et tout, en pleine semaine, alors que j'ai déjà couru 5 fois avant et tout. Maintenant je slow un peu, je suis en mode bon, et Laura, tranquille, et déjà tu cours. Et du coup par contre je cours plus longtemps. Je fais des plus grandes distances, je fais du 7, 8, etc. Mais c'est parce que je fais une pause générale, je fais 5 km, je me repose et après je repars. Voilà, après ça dépend des périodes, Là ça va être ça, puis plus tard ce sera autre chose. Je vous avoue, je me prends pas trop la tête dans le sport, tant que j'en fais et tant que ça me fait kiffer. Le reste, ça me passe au-dessus. Tout a commencé il y a 5 ans, dans l'épisode 1 de ces Glow Up Diaries. Appliquer des soins et essayer de manger plus sainement. Sauf que toute se vide de ses rêves. Hello les amis! Alors je suis en train d'essayer de voir que ma frange ne m'insupporte pas au montage. Hop!
On est samedi après-midi et je vais aller faire du montage là, absolument. Ce matin du coup, j'ai été courir et j'ai fait du ménage dans mon appart, j'ai frotté ma douche et tout comme quelqu'un qui finalement aime bien le ménage parce que j'aime le ménage, ça me détend. En fait, je sais pas vous, mais quand je fais du ménage, j'entre dans une sphère un peu monomaniaque après. C'est-à-dire que les défauts de mon appartement au quotidien, je vais pas les voir et quand je commence à faire du ménage, il y a des trucs qui autant au quotidien ne m'embêtent pas du tout. Là, je vais les trouver horriblement sales et va se déclencher une espèce de de manie où je vais vouloir frotter jusqu'à ce soit vraiment clean blanc alors que ça ne peut pas redevenir parce que c'est de l'usure, etc. Et du coup après je vais voir que ça jusqu'à temps que ma phase monomaniaque de ménage s'arrête. Mais non mais vous savez pas que j'ai appris un énorme drama là. J'ai appris un drama. La boulangerie où je vais tous les jours depuis genre 1 an et demi, ils s'en vont. Genre ils ont vendu. Et le boulanger avec. Ouais, j'étais sidérée. Par contre il me l'a dit en personne, il m'a dit je vous préviens on s'en va et tout. Donc là, le problème c'est qu'il y va que le matin, et le matin je suis jamais sapée. Mais là le plan d'action, c'est qu'on va y aller au max quelques matins, et on va agir, c'est pas possible. Ou on va attendre qu'il agisse, parce qu'il a l'air assez avenant en vrai. Non mais là je suis choquée, mais ça va, il me l'a dit de lui-même, il m'a prévenu, que je me prépare psychologiquement, que je me dise pas qu'il m'a ghosté. Non mais je suis dégoûtée, en plus franchement il faisait des trucs incroyables, cette boulangerie était géniale. Je suis pas là pour ça, je suis pas là pour vous parler de mes favoris. Non, j'ai l'impression d'être sur le YouTube de 2013. Je vais vraiment vous parler de mes favoris. J'ai oublié l'essentiel, attendez. Je peux pas faire des favoris, je peux pas parler si je prends pas une canette. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que vous buviez du San Pellegrino depuis, et j'en suis ravie. Oh vraiment c'est bon hein. Alors, vu que pour mes vacances j'ai fait pas mal de trucs, surtout culturels, je voulais vous parler un peu de mes favoris et un peu ma wishlist culture. Bon y a pas que ça mais bon y a essentiellement ça quand même. Déjà, pour commencer, donc qu'est-ce que je vais pendant ces vacances? J'ai regardé un film sur Netflix qui est le film Anna Karenine. C'est une adaptation d'Anna Karenine, donc Anna Karenine qui est un roman de Tolstoï que du coup j'ai acheté parce que j'ai regardé le film comme ça avec Keira Knightley qui est une actrice mais elle est magnifique, elle joue super bien. Je crois que c'est mon actrice préférée, Keira Knightley, parce qu'elle joue dans Orgueil et Préjugés et Orgueil et Préjugés est vraiment un de mes films préférés. Bref, raccourci certes, mais raccourci efficace et raccourci pertinent parce que c'est vraiment une actrice incroyable, Keira Knightley, et je vous conseille le film Orgueil et Préjugés, non, Anna Karenine, mais aussi Orgueil et Préjugés qui me semble est sur Netflix, mais Anna Karenine, il est bien, franchement il est bien, même l'actrice qui joue Fronsky, bref, son amant, il est magnifique, tout est bien joué, les décors sont beaux, enfin c'est génial. Ils ont quand même réussi à 2 heures à résumer une œuvre de... parce que c'est un énorme pavé, hein. Il y a combien de pages ? 1000 pages. Je veux lire ça, mais le problème c'est qu'il est tellement énorme. Je sais pas, genre j'ai adoré le film, je vous conseille vivement ce film sur Netflix. Vous allez pas perdre votre temps. Je regarde mes films en 5 ou 6 fois, donc autant vous dire qu'il faut qu'il soit bien quoi, parce que sinon ça me gaffe très vite. C'est-à-dire que pendant une semaine je regarde un truc nul. Un peu chiant. Je vais aussi regarder un autre film, vu que je vais faire étudier Molière normalement à la rentrée. Donc le film qui s'appelle Molière avec Romain Duris et Lucchini. Alors c'est censé être un biopic sur la vie de Molière, mais je crois pas parce que ça retrace. Enfin je sais pas avec quel degré de réalité ça retrace la vie de Molière, parce qu'en fait c'est pas tant pour ça que c'est intéressant, c'est que bon certes ça a l'air de retracer un peu la vie de Molière, j'ai pas regardé l'exactitude des faits relatés, je me suis même pas encore penchée sur la biographie de Molière, mais le film est super bien joué, le jeu des acteurs lui-même est très théâtralisé, un peu comme dans une pièce de Molière, c'est ça qui rend le truc super, c'est que les acteurs jouent super bien, vraiment génial, en fait c'est très bien joué, très prenant et très drôle, enfin super film vraiment. Ensuite, pour faire mes cours, ça c'est vraiment tous mes favoris, hein, je vous balance tout d'un coup. Dans un autre domaine, pour faire mes cours de français, j'ai été regarder un peu ce qu'ils faisaient sur YouTube et je suis tombée sur une chaîne d'une prof de français qui fait des cartes mentales. Bon je suppose que ceux qui sont profs de français connaissent déjà parce qu'elle a genre 38 000 abonnés. C'est une prof qui fait des cours, des vidéos de 5, 6, 7 minutes par thème. Pas mal de vidéos sur les 6e, 5e, 4e, 3e, etc. Donc c'est super intéressant. Même pour moi qui connais pas trop ce qu'on étudie par niveau. Elle fait des cartes mentales qui sont super bien faites. J'hésite à faire ça à mes élèves parce que je les trouve un peu chargées quand même, les cartes, mais je trouve que c'est une super bonne idée et même quand elle explique les cours, c'est hyper clair. Je sais pas, genre j'ai adoré, je me suis inspirée d'elle pour faire mes cours en fait, faire quelques cours pendant les vacances là. J'ai trouvé ça super, ça fait vraiment une bonne aide pour construire ses cours. Et dans le registre français, donc vous savez, j'ai lu La Princesse de Clèves la semaine dernière. Donc là j'ai lu, qu'ai-je lu donc ? Le Malade, non attends, concentre-toi Laura. Donc Les Fourberies de Scapin et Le Médecin Volant, il me semble, parce que c'était ce que je devais lire pour les cours, et j'ai lu autre chose.
J'ai lu une œuvre qui franchement pourrait être vraiment pas mal pour faire étudier à des petits niveaux en 6e, 5e, c'est La lettre d'une inconnue, c'est très court et c'est une belle lettre qu'une femme désespérément amoureuse d'un homme lui écrit à sa mort alors que l'homme ne se souvient pas d'elle et genre elle a nourri vraiment une passion dévorante pour un homme incapable de s'attacher à quelqu'un, incapable de développer des sentiments, très versatile, etc. qui se souvient même pas d'elle, qui ne sait pas de qui est cette lettre puisqu'elle n'est pas signée et alors qu'ils ont eu un enfant ensemble, il n'est pas au courant non plus. Bref, c'est une très belle lettre d'amour, très courte. Je change pas, ça fait 40 pages et vraiment c'est pas mal pour des collégiens, c'est beau, pas le meilleur livre du monde mais franchement vraiment pas mal. Niveau philo, je vous recommande tous les 4 matins les podcasts de Carole Talon-Hugon, donc dispo sur YouTube et sur Spotify, peut-être ailleurs aussi, j'en sais rien mais j'ai que ça, sur l'art, mais j'ai découvert aussi les podcasts de Luc Ferry. Vous tapez Luc Ferry sur Spotify ou sur YouTube, mais il a fait tout un tas de cours qui sont géniaux. Alors je sais que Luc Ferry est pas mal controversé parce qu'il a une position de conservateur, etc. Et je connais pas ses thèses à proprement parler, je sais pas s'il a écrit, s'il a vraiment été novateur dans l'histoire de la philo, je peux même pas vous le montrer puisque j'ai pas de réseau. Laissez faire, wesh. Laissez faire si je deviens famous. Je vais vous faire une bonne pub, hein. Donc va falloir résoudre ce problème très rapidement. Meuf se veut menaçante. Il a tout un tas de podcasts de philosophie qui sont très bien faits. Moi je trouve que c'est un très bon historien de la philo. Je connais pas sa pensée propre, je sais même pas s'il en a une. En tout cas en tant qu'historien de la philo c'est génial ce qu'il fait. Et donc vous tapez Luc Ferry, puis il y a tout un tas d'auteurs, de thèmes qui sont traités par lui. Très clair, c'est intelligible, c'est accessible à un public non initié à la philosophie. Et moi j'adore, franchement j'écoute ça, j'adore. J'écoute ça par-ci par-là, et il y en a fait sur Platon, sur Nietzsche. Moi j'écoute ceux sur la mythologie en ce moment, vu que j'ai fait Homère avec les 6e, et je trouve ça trop cool. Et si vous voulez vous initier à la philo, souvent on me demande qu'est-ce que je peux faire pour renforcer ma philosophie, pour m'initier à la philo, et bah les podcasts de Luc Ferry, franchement, masterclass. Donc j'ai fait 3 expos pendant les vacances, donc le musée Gustave Moreau, je vous en ai parlé dans le dernier vlog que j'ai adoré, vraiment à faire, et j'ai été à l'Orangerie à Orsay, qui sont mes 2 musées préférés en général. Quoique l'Orangerie c'était vraiment blindé, c'est tout le temps blindé, vous savez à l'Orangerie il y a les nymphéas de Monet, si vous n'y avez jamais été il faut absolument y aller, c'est magnifique, il y a du monde mais c'est magnifique, c'est les grandes toiles de Monet qui sont inspirées de son jardin de Giverny il me semble. Jardin, je crois que c'est ça. Jardin auquel j'aimerais particulièrement aller. Je crois que c'est en Normandie, donc pas hyper pratique, mais j'aimerais vraiment y aller. C'est magnifique. Il a peint ses jardins, il y a je sais pas combien de toiles inspirées de la peinture de ses jardins. Tout ça c'est le mouvement impressionnisme, hein. Et c'est vraiment très très beau. Et en dessous il y a des expositions qui changent. Les nymphéas ça change pas, hein, c'est l'exposition permanente. Et l'étage d'en dessous, il y a des expositions qui changent. Et là c'était l'art moderne à Paris. C'était super. Moi je suis vraiment team art du 19e. 18e, 19e, j'aime beaucoup, surtout le 19e. Bon, je suis un peu un cliché, hein, mais j'aime l'impressionnisme. Bon, voilà, je suis un cliché comme tout le monde. Je suis pas très art moderne dans le sens art du 20e. Genre Picasso, tout ça, j'aime bien, mais c'est pas ce que je connais le plus, etc. Et franchement, il y avait des super œuvres. J'ai adoré. Vraiment, c'était cool. Je vous conseille d'aller voir. C'est dans le jardin des Tuileries, c'est sympa. Si vous voulez vous faire une après-midi un peu sympa, vous allez au jardin des Tuileries, vous allez vous manger une petite glace, puis après vous allez à l'Orangerie. Prenez des billets en avance parce qu'il y a tout le temps du monde. Et il y a une super expo en bas. C'est joli, ça se fait rapidement. C'est petit l'Orangerie, en 1 heure, c'est fait, hein. Et j'ai été à Orsay aussi, et donc j'ai été faire une nouvelle exposition qui est là jusqu'au 14 juillet il me semble. J'ai fait l'exposition Inventer l'impressionnisme, donc ça c'est au rez-de-chaussée, c'est au niveau où on arrive, il y a des expositions temporaires, et donc j'ai fait l'exposition temporaire. J'y retournerai parce que franchement c'était super, c'est le magazine qui s'est inspiré de l'exposition, et donc en fait c'est les 150 ans il me semble du début du mouvement impressionniste, et donc ils ont réuni plein d'œuvres qui ont contribué à faire naître l'impressionnisme. Et vous savoir que l'impressionnisme c'était un mouvement qui était totalement rejeté du salon officiel, donc à l'époque il y avait l'État qui organisait un salon d'œuvres d'art où elle choisissait les œuvres d'art qui méritaient d'être vues du grand public, et souvent l'impressionnisme, 3/4 du temps, même beaucoup plus, était rejeté parce qu'il correspondait pas au code académique de l'époque où on représentait beaucoup de peintures historiques, de portraits, des peintures de guerre mettant en valeur, je sais pas, un certain sens patriotique, etc. Et donc l'impressionnisme c'est tout sauf ça, ça déjoue les codes, c'est-à-dire que à l'époque les grands formats c'était vraiment pour les peintures d'histoire, etc. Ou mythologiques, etc. Et là l'impressionnisme c'est un mouvement qui va se concentrer sur des scènes du quotidien, qui va peindre dans des grands formats des choses jugées obscènes comme des prostituées. Il y en a beaucoup, hein, par exemple l'Olympia de Manet, le déjeuner sur l'herbe, etc. Bref, je vous fais pas tout un cours sur l'impressionnisme. Toutes ces œuvres étaient refusées du salon officiel, et donc ils ont créé le salon des refusés où ils ont exposé plusieurs fois des œuvres impressionnistes ensemble. Donc on retrouve Degas, Manet, Monet, Berthe Morisot. Ah oui, Pissarro, j'aime beaucoup Pissarro.
Pissarro. Pissarro, c'est les vieux du groupe. Enfin, c'est toujours des expos souvent sur le même thème. Hein. C'est sur l'impressionnisme. Souvent, ça se focalise sur un auteur. Des fois, ça met en parallèle deux auteurs. Là, ça met en lumière la création d'un mouvement. Vous voyez, c'est toujours sur le thème de l'impressionnisme puisque Orsay, c'est l'art du 19e, essentiellement. Et puis, ouais, j'ai pu voir Impression Soleil Levant. Donc celle-là, que j'avais jamais vue. C'était vraiment super. J'ai passé genre 1h30 dedans. J'ai vraiment passé un bon moment. Et du coup, j'ai pas fait le reste. Parce que Orsay c'est tellement grand que de toute manière tu peux y aller 5 fois et pas faire le tour. Alors oui, il y a autre chose que je vais faire, c'est que je vais aller voir une adaptation des Fourberies de Scapin à la Comédie Française. Je n'ai jamais été à la Comédie Française, j'ai pris des billets pour mai et franchement j'ai pas payé très cher. Hein. Je crois que j'ai payé moins de 20€ pour aller à la Comédie Française et je n'y suis jamais allée, donc je suis trop contente. Dans ma wishlist, ce que j'aimerais bien, c'est aller voir Les Misérables au théâtre de Châtelet, mais les billets sont genre à 50€ minimum. Ça fait un peu mal, mais enfin je sais pas, ça me tenterait bien d'aller voir Les Misérables au théâtre de Châtelet. Il y a des affiches partout dans Paris sur les bus, etc. Et aller voir Médée, il me semble, à l'Opéra Garnier. Mais alors là, c'est encore un autre budget, c'est genre 150€ minimum la place. Je n'ai jamais été à l'Opéra Garnier, j'ai jamais vu un opéra. Et je crois que c'est Médée qui met en scène en ce moment. Mais vraiment, ce serait un kiff pour moi d'aller voir Médée à l'Opéra Garnier. Donc si l'Opéra Garnier veut faire un petit partenariat avec moi, je ne suis pas contre. Non, là vraiment, ce sera un rêve. Et dernier petit point, c'est pas vraiment un favori, mais c'est un petit peu un favori quand même, parce que c'est très important. N'hésitez pas, d'ailleurs, quand la vidéo sort, faudra le faire direct après ou pas longtemps après, à vous inscrire sur les listes électorales de votre ville pour voter sur les européennes. Vous avez jusqu'au 1er mai. C'est très simple, hein, c'est une démarche hyper simple. Il faut juste avoir sa carte d'identité ou son passeport et un justificatif de domicile et vous vous inscrivez sur les listes de votre ville où vous allez voter. Et comme ça, vous êtes inscrit pour les européennes, pour les municipales et puis pour les présidentielles, etc. Mais au moins, vous pouvez aller voter aux européennes. Et je vous jure que la démarche prend, allez, max 6 minutes quoi. C'est hyper rapide et important si vous voulez voter. Voilà, donc maintenant j'ai fait tout mon blabla. Un peu moralisante en plus. Et bah je vais aller me faire mon montage, n'est-ce pas? Je vais aller faire mon montage. Et je vous ai même pas montré mes vêtements. Je vais vous montrer quand même ça. J'ai acheté un petit haut sur Vinted. Je misais pas grand chose dessus, hein, mais il est super beau. En fait, je vous montre porté. Mais c'est un petit haut, je sais pas comment vous dire, mais il me va super bien, étonnamment. C'est un petit peu avec les boutons et tout, je sais pas. Genre là, c'est une matière un peu satin. Bon, je pense pas que ce soit du vrai satin, vous doutez bien. La matière est super belle, c'est super élégant. Et les boutons font trop beau. Ah, mais vous voyez rien. Je vous montrerai porté. Et j'ai acheté un petit pyjama aussi, en mode un peu charmant. Petit pyjama, hop. Ça, le short, il est long, c'est bien, parce que les shorts hyper courts, pas très flatteur, quoi. Pas très flatteur, pas très pratique. Avec le petit haut. Je vous mettrai aussi une petite image. Pareil, Vinted, mais la meuf, elle l'a bombardé de parfums. Oh, en plus, ce parfum de grand-mère. Hello les amis, on est dimanche soir. Demain, c'est la reprise des cours. Je vais prendre ma petite mélatonine parce qu'il est tard et qu'il faut que je dodo tôt. Parce que demain, j'aimerais bien aller courir, donc il faut que je me lève à 5h. Alors désolée pour ma tête, pour mes cheveux, je suis en mode dodo, je suis en mode c'est l'heure d'aller dormir. Je commencerai un nouveau vlog demain en espérant que je garde ma classe, vraiment j'ai trop hâte de garder ma classe. J'étais censée vous faire un vlog favori et au final vu qu'on s'ennuie jamais dans cette vie avec cette personne, il s'est passé un événement très important aujourd'hui. Je voulais vous parler de ça quand même, alors assez allusivement. Parce que ça concerne pas que moi, et que c'est encore une histoire d'amour, enfin plus vraiment, mais en tout cas une histoire d'ex. Une histoire avec l'ex, je dirais. Ça fait longtemps qu'il est pas rentré en jeu celui-là. En gros, je vais vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui et qui j'ai vu. Maintenant, vous devez peut-être avoir deviné. Parce que je trouve ça hyper important, et pour remettre les choses à leur place, c'est parce que j'ai besoin de partager ça. Bon, vous savez, j'ai commencé cette chaîne YouTube parce que j'ai eu le cœur absolument brisé. J'ai aimé un homme désespérément, vraiment je l'aimais. Ma vie pour lui. Mais malheureusement, j'ai jamais voulu sortir avec moi. Bref, il y a tout un tas de vidéos sur ma chaîne. En fait, faites-vous toutes les vidéos, vous pourrez suivre un peu mes états d'âme. Et je filme que à partir du moment où cette relation s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée le 20 avril, donc il y a 1 an et 1 jour. Enfin, arrêté. Ça a été latent, hein. Ça n'a pas été une rupture nette, hein. Ça a mis un peu de temps, etc. Mais c'est à partir de là que vraiment, lui, il a dit stop, on arrête. Et qu'il a tenu son truc, en fait. Puisque avant, l'un et l'autre, on avait essayé de dire stop à peu près toutes les semaines, mais ça marchait jamais. Lui, il avait essayé des fois de tenir. Moi, je forçais, il cédait. Des fois, il partait, il revenait. Bref, hein. Un cirque. Un cirque, vraiment. Ça a été 1 an et demi pour moi, en tout cas, de passion dévorante. Pour moi, en tout cas. Je vais pas parler en son nom. Qui dit passion dit aussi énormément de disputes, énormément de drama, énormément de peine. Voilà, il y avait des grands moments de bonheur et d'euphorie pour moi. Je parle vraiment mon nom, mais c'était vraiment beaucoup de peine et beaucoup de disputes. Et bon là, les disputes étaient forcément à 2, hein, je me disputais pas toute seule. On se disputait tout le temps. Et c'était pas des petites disputes, c'est-à-dire qu'à la fin, ça avait vraiment pris une grosse ampleur. Bref, il y a 1 an, il me l'est parti.
Il m'a dit on arrête, c'est plus possible, j'ai besoin d'air. Il m'a écrit une lettre il y a 1 an et il me l'a donnée, et très belle lettre. Et bon voilà, c'était fini. Je l'ai très mal vécu, très mal vécu. Vraiment les 2 premiers mois, mais j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Mais j'en viscéralement à l'intérieur de moi. Je me demandais comment je faisais pour être sur Terre. Et il s'est mis en couple. Après, bref, et donc ça a vraiment été... sachant qu'on n'était pas en couple tous les deux puisqu'il voulait pas se mettre en couple avec moi, ça a vraiment été extrêmement difficile. On s'est énormément disputé parce que moi j'ai forcé, je comprenais pas, puis j'ai vraiment vécu comme un truc, comme la trahison la plus haute et vraiment l'humiliation la plus ultime, le fait qu'il se mette en couple avec une autre fille, alors que moi, pendant 1 an et demi, il n'avait jamais voulu. Je vais pas rentrer en détail, mais on s'est énormément disputé, et juste que moi je pensais vraiment jusqu'au point du non-retour. Je pense que lui aussi on était d'accord qu'on avait vraiment franchi le point de non-retour, tu vois. Et même moi je crois que j'avais poussé les choses vraiment très loin parce que en fait je voulais m'assurer que ce soit définitivement fini. Je crois que j'avais besoin pour passer à autre chose de m'assurer qu'il y avait 0 espoir, sauf que si vous êtes dans ce genre de relation et que vous cherchez un peu la preuve ultime que c'est fini pour tout jamais parce que vous avez besoin de ça pour avancer, vous n'aurez jamais cette preuve. Ne cherchez pas à pousser les choses jusqu'au plus loin possible dans la dispute, dans la haine, dans la colère, etc. Je me souviens avoir fait des choses limite pour qu'ils me regardent dans les yeux et qu'ils me disent plus jamais je ne te parlerai, tu es une personne minable. Vraiment j'avais envie de le pousser à bout des fois pour qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me dise tu dégages, je ne veux plus jamais te voir. Et pour être certaine que c'était définitivement fini quoi, parce que en fait tout faisait naître en moi de l'espoir. Et des fois je poussais, je m'auto-sabotais complètement. Dynamique de rupture très difficile, mais si vous êtes dans cette situation, n'essayez pas de faire ça. N'essayez pas de trouver une preuve ultime que la personne ne vous aime pas, qu'elle ne vous aimera plus jamais, que ce sera définitivement fini. Vous ne la trouverez pas. Vous ferez juste qu'empirer votre situation et vous rendre d'autant plus malheureuse. Il faut savoir que à chaque fois qu'on se disputait et que moi j'allais toujours plus loin, que je me mettais dans des états toujours plus terribles, etc., je me faisais énormément de mal. Je me faisais vraiment beaucoup de mal. Qui en plus n'était même pas vraiment une rupture, c'est qu'en plus j'avais même pas la légitimité de la rupture puisqu'on n'avait pas été ensemble. Mais bon, pour moi, il y avait tellement eu de passion dans cette histoire que je le considère comme un ex. Moi, c'est un ex. J'ai eu 2 ex dans ma vie, un premier et lui. La passion et l'amour que j'ai eu pour lui ont été tels qu'il y avait pas d'autre appellation possible quoi. Et donc voilà, ça s'est très mal fini et vraiment point de non-retour. J'ai vraiment été dans des états de détresse et donc évidemment c'est engendré une période de no-contact très longue. Il est jamais rentré en contact avec moi ni rien. Donc là ça faisait 1 an qu'il était parti définitivement, qu'il avait jamais rompu le truc et 1 an qu'il m'avait déposé cette lettre, etc. Je vous avoue que pendant les vacances scolaires j'y ai beaucoup pensé. Ça m'a beaucoup obsédé. Je me suis dit putain, 1 an genre. 1 an genre. Et il faut savoir que ça s'est arrêté en quand même globalement en très mauvais termes, en très mauvais termes. Ça me travaillait énormément parce que j'avais toujours un peu l'espoir au fond de moi qu'un jour on se retrouve. Honnêtement j'ai toujours eu l'espoir un petit peu au fond de moi qu'un jour on se retrouve parce que je l'ai tellement aimé. La nature de notre relation était telle que pour moi on devait se retrouver quoi. Même si j'essayais par tous les moyens possibles et imaginables de me convaincre que c'était pas possible, il y avait toujours une petite voix en moi qui se disait mais est-ce que c'est pas le moment de se retrouver? Est-ce qu'il faut pas que tu réessayes? Est-ce que j'avais pas de moyen de savoir s'il était encore en couple, etc. et tout. Et donc je sais pas, je me faisais toujours des scénarios de ah bah ça y est, là je suis sûre qu'il est plus avec sa copine, il faut que je réessaye. Le sujet c'est que ça m'a vraiment taraudé ces 2 dernières semaines, d'autant plus avec les vacances. Quand je travaille et tout ça va, mais alors là j'étais en vacances et mon cerveau waouh. Et du coup on s'est vu aujourd'hui. Donc 1 an pile, 1 an et 1 jour pile après cette fameuse lettre. Et il est en couple. Il est très heureux, toujours avec la même personne. Et il y a un truc qui s'est vraiment libéré, comment vous dire? C'est-à-dire que les derniers échanges qu'on avait eus, c'était des échanges mais vraiment violents, horribles, du déchirement. C'était vraiment du déchirement. Et là j'ai eu une conversation calme et apaisée avec quelqu'un qui avait vraiment mûri. Genre vraiment je sais pas, il était mûr, il était serein. C'est une conversation qui m'a fait énormément de bien. C'était la première conversation vraiment apaisée qu'on avait en plus d'1 an là. Ça m'a fait un bien fou. Parce que ça a bouclé la boucle en fait. Ça a bouclé la boucle. Je sais que c'est pas conventionnel, je sais que souvent on dit allez, c'est fini avec quelqu'un, faut plus jamais le recontacter, plus jamais de nouvelles, gna. Bon, moi je fonctionne pas comme ça, j'ai besoin de me prendre des portes, j'ai besoin qu'on me répète quand j'ai vraiment aimé quelqu'un, comme là ça a été le cas, qu'on me répète que c'est fini, qu'il y aura plus jamais rien. Voilà, j'ai besoin de me prendre des portes à répétition, sinon l'espoir renaît. Et donc là j'ai été le voir, je lui ai dit est-ce que tu es encore en couple? Il m'a dit oui, et je suis heureux. Et il y a un truc qui s'est apaisé en moi de se dire bon, bah il est parti. Mais il est pas parti pour enchaîner les conquêtes, etc. et tout. Il a trouvé chaussure à son pied, il est heureux, et il avait vraiment l'air serein et bien. Et ça m'a... Bon, j'avoue, j'ai un petit peu les larmes qui sont montées à ce moment-là, j'étais ah bon? Ah bon encore? Mais ça m'a un peu, je me suis dit bon bah c'est bien quoi, je suis contente pour lui, vraiment il y avait un truc de bon bah je suis contente pour lui quoi, c'est chouette, ça m'a apaisée d'une certaine manière de se dire que bon bah il était heureux, il était bien et ça m'a conforté dans le fait de vraiment définitivement tourner cette page et de définitivement avancer, voilà. Ça a peut-être un peu fermé l'espoir aussi mais c'est pas plus mal si j'étais là pour ça, j'étais là pour que la
boucle se boucle vraiment, que l'histoire se ferme, que le deuil s'achève, et de voir que il était bien, qu'il était serein, qu'il avait trouvé quelqu'un avec qui il avait l'air très heureux, ça m'a apaisée. Et j'ai eu une discussion très apaisée avec ce monsieur, j'ai bien rigolé, il m'a fait rire comme il me faisait rire avant, on a bien discuté comme on discutait avant. Et ça m'a fait du bien de voir que même quand tu touches le plus bas avec une personne, même quand tu atteins le point de non-retour, tout est possible dans la vie, tout est possible, ça peut bien se terminer, C'est-à-dire que si avec quelqu'un vous avez une dispute immense, vous avez l'impression que par aucun moyen les choses peuvent se réparer, etc. Écoutez, je dis pas que j'ai réparé les choses ni quoi que ce soit. Je dis juste que j'ai réussi 1 an après à avoir une discussion sereine avec quelqu'un que j'aimais et que je détestais de tout mon être, qui avait causé en moi, je dis pas qu'il en est responsable, je lui impute pas toute la responsabilité, mais toujours est-il que la situation avec lui, l'amour que je lui ai porté, a causé en moi un ravage immense. Et donc je redore un petit peu aussi son blason parce que, je me suis épanchée sur la peine que j'ai eue avec cet homme, j'essaie de jamais le dénigrer, mais je veux quand même aussi restaurer ses lettres de noblesse, malgré tout le mal qu'on a pu se faire mutuellement, d'être tombée sur quelqu'un avec qui 1 an plus tard je peux avoir une discussion sereine et qui m'a pas dénigré d'aucune manière ou quoi que ce soit, et qui je pense souhaite mon bonheur, même si c'est pas à ses côtés, qui souhaite mon bonheur. Et ça m'a fait aussi du bien d'entendre des raisons rationnelles qui expliquent pourquoi il n'a pas voulu se mettre en couple avec moi, parce qu'il avait jamais été capable de me donner des raisons, et moi du coup quand t'as pas de raison, tu cherches toutes les causes possibles et inimaginables, ou tu t'inventes des choses, etc. Je me suis rendu compte, on s'est probablement rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même vision de l'amour, pas du tout les mêmes attentes, pas du tout les mêmes choses qui nous poussent à nous mettre en couple avec quelqu'un ou autre. Tout ça m'a apaisée, et voir qu'il avait aussi de l'estime pour moi, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être nulle en fait. Pendant toute cette relation, j'ai l'impression d'être nulle, d'être insuffisante, d'être pas assez jolie pour qu'il me présente à ses potes, de pas être assez, bourgeoise pour qu'il me présente à sa famille, de pas être assez cool pour qu'il s'affiche avec moi. Vraiment, j'ai l'impression de jamais être assez en fait. Et là, de se rendre compte qu'il avait de l'estime pour moi, toute cette histoire, c'était pas une question de valeur, ça a vraiment apaisé quelque chose en moi. Bref, c'était une super discussion. Donc voilà. Écoutez, j'ai eu une discussion avec mon ex et il est heureux et je suis heureuse pour lui. En fait, ce qui me rassure, c'est que j'ai pas aimé une mauvaise personne, c'est que j'ai pas donné de l'amour pendant 1 an et demi à une mauvaise personne. Je suis pas tombée sur un pervers narcissique, je suis pas tombée sur un dégénéré mental, je suis pas tombée sur quelqu'un qui est incapable de regret, incapable d'empathie, de culpabilité, etc. Il s'est excusé, etc. Il s'est excusé de son égoïsme, il s'est excusé de pas avoir pris la mesure de mes sentiments, etc. On peut faire des erreurs dans la vie, mais rien n'est irrattrapable. Ça marche pour lui, pour moi, pour tout le monde. Donc, c'est un très beau cadeau qu'il m'a fait. C'est un très très beau cadeau et j'en suis très contente. Que dire de plus? Bon, je vais arrêter cette vidéo là et je vais commencer une nouvelle vidéo demain dans ma vie de prof. Et voilà, je vous remercie. Et puis merci à vous d'être là et de m'avoir aidé pendant toute cette rupture difficile et de m'avoir donné tout un tas d'excellents conseils, etc. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.